Et bonjour à toutes et à tous. Soyez les bienvenus sur ce live. En attendant notre invité, vous pouvez nous dire d'où vous venez dans le chat. Bonjour à tous. Bonjour, bonjour. Rennes, Toulouse, Lyon. Mais là, ça va vite. Marseille, Dijon, Amiens, Poitiers, Picardie. Ah, moi aussi, Picardie. La Ligo, Lille, Toulon, Paris, Toulouse, Nantes, Angers, La Rochelle, le Var. Je vois quelqu'un qui était censé être en cours là, c'est bizarre ça. Vendée, Tremblay, Strasbourg, Yonne, Lyon. Soyez bienvenus sur ce live. Est-ce qu'il y a beaucoup d'ocloquiens parmi vous? Oui. Certainement. Je vois un pancake. Oui, tu étais déjà là la dernière fois. Pizza, muffin, cheesecake, c'est l'heure du goûter. Ok, bon, je vois que oui. Ok. Futur apprenant. Arancini, Photon, futur ocloquienne, Bao, gyoza, proton, kimchi, xénon. Il y a de tout. Gyoza. Ah, on a de toutes les années en plus. Jupiter. Coucou Mehdi. Lucie. Einstein. Alors, gaufre. Ah. Tartiflette, pas encore. C'est une suggestion peut-être. Oui. Nos prochaines promotions vont commencer par un Q. Ah. Camoulox. Onigiri. Onigiri, ça résonne un petit peu comme le thème du jeu qu'on va vous présenter tout à l'heure d'ailleurs. C'est vrai, c'est dans la même thématique. Tout à fait. Prochaine promotion QA. Alors, on ne dira pas plus sur les noms. Mais ça se mange. Peut-être bien quiche. Bonjour. Bonjour Majid. Oh, un Majid sauvage. Bienvenue. Bienvenue à toi sur ce live. Merci de te joindre à nous. Merci. Donc, on va pouvoir commencer les 35. On va peut-être rapidement se présenter, JC. Moi, je suis chef de projet communication pour l'école O'Clock. Et JC, je te donne la parole. Yep. Et moi, c'est JC, je suis formateur développeur web chez O'Clock depuis quelques années. Certains d'entre vous me connaissent sûrement déjà. Voilà, donc rien de plus à dire là-dessus. Et le fait aussi que je prépare aussi avec mes collègues cette formation Summer Camp jeux vidéo qui aura lieu cet été. Voilà, donc tout un programme qu'on va vous expliquer aussi après. Je te laisse alors peut-être te présenter, Majid, du coup. Ok. Du coup, moi, je suis Majid. Je suis web designer de métier, UX/UI. Et je vis dans le nord de la France. Et j'ai 36 ans. Voilà, je suis content d'être ici avec vous aujourd'hui. Je suis content que l'école O'Clock m'accueille pour qu'on puisse discuter ensemble du sujet du jeu vidéo dans son garage. et voilà. Yes. Et oui, le sujet de ce live, vous l'aurez compris, donc c'est créer un jeu vidéo dans son garage.
c'est une image. Excusez-moi, j'ai Siri qui parle. Chut. Désolée. Du coup, oui, donc créer un jeu vidéo dans son garage, c'est un peu un clin d'œil à la création de start-up dans les garages. Hein. On pense à Microsoft, à Amazon et à tout un tas de services qui sont bien connus aujourd'hui. C'est surtout une façon de dire que on peut créer un jeu vidéo avec de petits moyens, mais beaucoup d'efforts. Je vais te donner un peu la parole, JC, au sujet du contexte dans lequel on organise ce live. Tout à fait. Donc, comme je l'ai dit juste en amont, l'objectif, le contexte dans lequel on organise, c'est que on prépare justement une formation de 3 à 4 semaines cet été, dont le but est justement de concevoir, créer et publier un jeu. Voilà. Et pour montrer justement là que je te paraphrase, que c'est possible de faire ça dans un temps assez court et avec une méthode qui va bien aussi, qui est moyen d'arriver à quelque chose, à un résultat et voilà. Donc on va en fait débuter par une présentation de Majid. C'est quand même notre invité principal et il a beaucoup de choses intéressantes à raconter. Ça serait intéressant que tu puisses nous parler de ton parcours dans le monde du gaming, tes débuts, de ton projet et d'où tu en es aujourd'hui, si tu le veux bien. D'accord. Ok, alors déjà, fondamentalement, moi, je suis vraiment un gros joueur de jeux vidéo. Déjà, premièrement, je suis un très très grand geek, comme on dit aujourd'hui. Je passe énormément de temps à jouer à des jeux vidéo, tout type de jeux vidéo, et j'ai beaucoup de préférences sur certains types de jeux. Et puis, alors pourquoi faire un jeu vidéo et comment comment ça m'est venu? Tout simplement par curiosité, je me suis dit est-ce que c'est possible d'en faire un finalement, quels étaient les moyens pour le faire, et puis si j'ai ces moyens-là, comment je mets en place les choses, comment je démarre, voilà. C'était vraiment au début par curiosité. Faut aussi dire que quand l'idée m'est venue, à l'époque, j'étais au Népal en plus, donc j'ai pas mal voyagé et durant mes méditations, durant mon voyage, on va dire, j'ai eu pas mal de questions que je me suis posées sur des choses que je pourrais faire ou ne pas faire. Et en fait, voilà, pour garder un petit peu le côté un peu de distance, je pouvais pas jouer forcément aux jeux vidéo. J'étais en plein road trip avec mon sac à dos et je restais un petit peu connecté à l'actualité des jeux qui allaient sortir. Je regardais un petit peu des trailers. Voilà, je regardais ce qui se faisait un petit peu. Et puis en même temps, voilà, j'ai aussi vu pas mal de retours et de témoignages d'expériences de personnes qui ont réussi à créer des studios en créant des jeux, pas forcément avec des gros moyens, juste avec de la passion, de l'effort et du travail et de la curiosité. Et puis en finalité, je me suis dit ok, quand je vais rentrer de voyage, je vais essayer de voir un petit peu ce que je peux faire. La première chose que je me suis dit, c'est déjà trouver le logiciel adapté pour moi, parce que je suis pas développeur, je fais un petit peu de dev front, de par mon métier de web designer, mais voilà, c'est tout. Après, je suis pas non plus vraiment un développeur, pur développeur, on va dire. Et donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai recherché un petit peu tout ce qui tournait autour des moteurs de jeu, et je suis tombé par élimination sur un moteur qui me convenait en termes de développement, qui est Construct. Voilà, aujourd'hui Construct 3, à l'époque c'était Construct 2, il me semble, quand j'avais commencé. Et du coup, ça va être aussi le sujet de cette conf. Et puis, tout doucement, j'ai commencé à tâter un petit peu sur le logiciel. J'ai commencé par faire des petits prototypes très simples, vraiment très simples. Et puis au fur et à mesure, des idées, des envies de pousser les choses. Et puis j'ai essayé de fédérer des gens autour du projet via l'FJV. Je me souviens à l'époque, j'avais commencé à poster
simplement un message sur le forum avec quelques screenshots de ce que j'avais commencé à faire, et puis voilà, j'ai essayé de fédérer les gens, les FJV, voilà. Et puis en fait, il y a une personne qui m'a contacté à l'époque, c'était un graphiste. J'avais surtout besoin un graphiste et un développeur, parce que moi en fait sur le projet, je suis un petit peu dessus, je suis multicasquette vraiment. Je suis le directeur créatif, on va dire, du projet. Je suis à la fois le game designer, je fais du développement avec Jean-Christophe, donc on dev tous les deux. J'arrive à faire du dev aussi tout seul, donc ça c'est pas voilà. Et puis j'ai aussi mon côté graphiste un petit peu sur le côté où je retouche des sprites d'animation, des fois je dessine même des choses directement, et puis voilà. Et après, pareil pour le level design, je m'occupe de la direction artistique globale du projet, du son, des musiques, enfin tout en fait, tout simplement. Et donc au début, c'était vraiment un graphiste qui m'avait rejoint. Et puis suite à ça, ce graphiste a dû arrêter. On parlera probablement après des choses, des difficultés qu'on peut rencontrer dans ce genre de projet. Et puis finalement, il m'a mis en relation avec un ami à lui qui était vraiment intéressé par le projet. Et puis donc du coup, il est resté. Lui, il a continué à travailler avec nous depuis maintenant. Presque 2 ans. Ah bah tiens, Nicolas, il vient d'arriver en plus. Il s'appelle Nicolas Delorme, qui est un autre graphiste animateur 2D. Je pense qu'il nous entend. Et puis voilà, il est toujours sur le projet, donc c'est super. Et au fur et à mesure, on a continué à travailler ensemble. J'ai contacté des gens aussi via un Discord qui est très intéressant, que je vous conseille aussi d'aller voir après, une fois que vous commencerez peut-être à travailler sur Construct. C'est Construct French, le Discord entre guillemets officiel français du logiciel Construct. Et c'est là-dessus que j'ai pu rencontrer des développeurs. Et ces développeurs, ils apportent vraiment une aide très très importante. Il y a des très bons développeurs dessus. Et j'ai travaillé avec un développeur en particulier, vous allez sûrement le voir dessus, qui s'appelle Arcticman. Vous allez forcément le voir dessus. À chaque fois que vous allez poster un truc, ça va être le premier à répondre. Et voilà, c'est devenu un bon ami. On a travaillé ensemble sur le projet, on a développé vraiment pas mal. Et puis, même grâce à ça, on a été repéré sur un concours qui est le Flip Festival. Donc, on a été sélectionné parmi 5 projets contre Rubica, les Gobelins Paris. Il y avait d'autres studios, je sais plus exactement. Donc on était 5 sur plus d'une centaine de projets qui ont essayé de participer au concours. Donc on a été sur place au festival et puis on a fait tester une démo à l'époque et on a eu de très bons retours, de très bons feedbacks qui nous ont permis d'améliorer pas mal de choses sur le projet. Et puis voilà, et il n'y a pas très longtemps, enfin si quand même, ça commence à 5-6 mois, j'y sais peut-être. Ouais, un petit peu plus même. 6 mois à peu près, JC a intégré le projet via Construct French. En fait, finalement, on s'est rencontrés sur Construct French. Et puis, l'ancien développeur qui était avec moi, il avait d'autres priorités, d'autres projets perso et pro. Du coup, on a fait un petit peu le passage entre les deux. Et maintenant, JC travaille avec moi sur le projet depuis maintenant 6 mois. Et on travaille bien ensemble. Et c'est top. Et on apprend plein de choses sur le logiciel tous les jours, on fait face à certaines difficultés, on évolue et on essaie de pousser un peu le challenge du truc, tous les deux, et c'est top. Alix nous dit, toute l'équipe a été construite à partir du concours, vous êtes 5 ? Non. Alors, à partir du moment où on a commencé, enfin, quand on a été sélectionné pour le concours, il y avait donc moi, l'autre développeur, Nicolas en graphisme, et puis il y a 2 personnes qui avaient travaillé aussi un petit peu sur le projet, mais c'était des personnes à l'époque qui, c'était des anciens stagiaires à moi, pour vous dire, des anciens stagiaires à moi sur la formation CDI, c'est par développeur d'interface, qui étaient hypés par le projet parce que j'en avais discuté durant ma formation et puis ils sont venus, ils ont essayé d'intégrer un petit peu le projet, ils ont travaillé un petit peu dessus. Donc à l'époque on était 5, ils ont travaillé dessus peut-être 2 mois, mais après ils ont quitté le projet parce qu'en fait ça demande beaucoup de travail, beaucoup de temps et beaucoup d'efforts et c'est pas forcément, en plus c'est pas payé, donc ils ont décidé de quitter le projet parce qu'ils n'avaient pas le temps en fait, tout simplement, ils avaient d'autres choses, d'autres priorités.
on verra qu'un projet comme ça, en tout cas un projet comme celui qu'on réalise, c'est un marathon. Hein. Vraiment, faut vraiment être solide sur le temps, c'est ça surtout. Ouais, si je peux me permettre. Déjà, ouais, alors, moi, ce que j'ai remarqué en te rencontrant aussi, c'est déjà ce terme de marathon que tu emploies. C'est vrai que nous, on l'a employé aussi pas mal chez O'Clock quand on accueille les apprenants, on leur dit que attention, c'est 6 mois de formation intense, c'est un marathon, faut se préparer, etc. Là, c'est pareil. En fait, moi, ce qui m'a frappé quand j'ai rejoint le projet, et là où moi, justement, c'est des choses où j'ai plus de mal là-dessus, personnellement, c'est que toi, tu as ton idée de projet. Tu savais, quand on s'est rencontrés, tu m'as dit, mais moi, je m'en fiche de faire des Pong, des Pac-Man, des casse-briques et des machins. Je veux faire mon jeu. Et dans ma tête, il est comme ça. Et je veux réaliser tout de suite un jeu d'envergure, quoi, en fait. Et je trouvais ça assez fort, quoi. T'as la vision, quoi. T'as la vision du truc et tu sais trouver les personnes pour t'entourer aussi, parce que faire un jeu tout seul, ça peut être possible, mais c'est quand même compliqué. C'est presque impossible, presque. Il y a moyen, mais ça dépend tout simplement du projet, tout simplement. Tu t'as fait, par exemple, toi, tu as fait un Mahjong qui marche très bien, qui est vachement fun, et voilà, tu as pu faire tout seul. Et puis voilà, le jeu a sa boucle de gameplay, tu atteins. C'est ça. Et puis c'est tout. Ça dépend de l'envergure du jeu après, ouais. Ouais, exactement. Et ça dépend de toutes les features que tu veux mettre dedans et de l'attente que tu as derrière, en fait. Moi, je me suis pas dit tout de suite que ça serait un gros jeu, en fait. J'ai avancé au fur et à mesure sur le prototype. Et puis finalement, j'ai voulu rajouter ça, j'ai voulu rajouter ça. Et ça, c'est tout le background que j'ai sur la partie gamer, en fait. Parce que je joue énormément à hack and slash, parce que j'ai joué énormément des MMORPG, parce que je joue à des jeux qui sont de From Software, et j'attends des certaines choses. Et en fait, je viens essayer d'imbriquer plein de features que j'aime dans tel et tel jeu pour essayer, voilà, de regrouper ça dans un tronc commun, dans un type de jeu spécifique, et le Metroidvania. Voilà. Donc ce que je fais, c'est pas révolutionnaire, hein, en soi, mais un Metroidvania, il peut être plus ou moins développé, plus ou moins gros, on va dire, plus ou moins grand, selon ce que tu mets dedans, en fait. Parce qu'une feature en amène une autre, puis en amène une autre, et en fait, il faut connecter tout ça, et en fait, c'est là que ça devient... C'est bien compliqué. Mais qu'est-ce qui a fait que tu es passé du côté gamer au côté où tu as eu envie de créer ton jeu, en fait? Ça arrivait comme ça, ou tu as toujours eu comme ça un arrière-plan, envie de créer des jeux, ou... Ouais, je pense qu'en fait, c'est en soi, je pense que je suis une personne créative de nature, et de par mon métier, j'ai toujours aimé créer des choses, et le jeu vidéo, ça fait partie d'un moyen d'expression, d'une idée qu'on a, qu'elle soit narrative, graphique, émotionnelle, enfin tout ce qu'on veut, et en fait, je pense tout simplement que j'ai envie de faire quelque chose qui puisse peut-être plaire aux gens, marquer, voilà, une espèce de petite parenthèse, une aventure, quelque chose qui peut être voilà, apprécié des gens, quoi, et concrétiser aussi quelque chose, construire une histoire que j'ai envie de mettre en place, et puis voilà. Je pense que c'est vraiment de l'expression, en fait, pure et dure. Et le jeu vidéo, c'est un moyen d'expression qui peut être très intéressant. On le voit aujourd'hui dans certains jeux. La partie narrative, elle est extrêmement développée, et voilà, on se retrouve avec des jeux qui sont incroyables, magnifiques, bourrés d'émotions. Voilà. Forcément, ce qui est attendu sur mon type de jeu, enfin, sur le type de jeu qu'on développe. Mais il y aura quand même, évidemment, une partie narrative qui sera importante. Yes, on peut en profiter d'ailleurs parce que je vais rebondir un peu sur les questions qu'il y a là. Là, quand tu me dis ça, j'ai envie de dire, en fait, on peut tout faire, on peut tout faire avec tout. Enfin, même en développement web, on peut le dire. Alors évidemment, il y a des outils qui sont plus adaptés que certains pour faire certaines choses, mais il y avait une question de Lou un peu plus haut qui dit pourquoi construire plutôt que Unity ou Godot par exemple. C'est la barrière du code à la base qui a dicté le choix d'un moteur no code. Exactement ça. C'est exactement ça. Peut-être que si j'avais été dev de métier, je serais allé sur Unity, ou je serais allé sur Godot, ou ce genre de choses.
Mais non, je suis allé sur Construct parce que c'est vraiment celui qui répondait le plus à mes moyens, mon niveau, mes demandes aussi, parce que en fait, en finalité, quand on regarde les différents moteurs, c'est vrai que Construct il est vraiment bien adapté pour faire du jeu 2D. Pour le coup, enfin, je trouve, en tout cas, du jeu 2D, type plateforme, c'est vraiment bien adapté. Pour ceux qui connaissent ou ceux qui vont découvrir le logiciel, vous allez voir que il y a énormément de comportements qui sont préintégrés dedans et qui sont des comportements très relatifs aux plateformes, par exemple platformer. Voilà, c'est-à-dire que en quelques minutes, et je déconne pas quand je dis quelques minutes, vous pouvez mettre des plateformes, mettre un petit cube et le faire sauter à la Mario. Voilà. En gros, c'est un peu ça, très facilement. C'est ça. Et d'ailleurs, nous, c'est aussi pour la formation, c'est aussi pour ça qu'on a fait ce choix. C'est que, à la base, c'est vrai qu'Oclock, c'est une école de dev, mais là, l'idée, justement, c'est d'élargir un peu le public, entre guillemets, parce que cette formation, le but aussi, c'est, et à travers d'outils comme Construct, c'est de dire, voilà, il n'y a pas besoin d'être développeur. Alors, faut quand même avoir une certaine logique, parce qu'il y a quand même de l'algo dedans, etc. Il peut y avoir des calculs à faire et ainsi de suite. Donc, attention, il y a quand même, on peut t'amener à faire du code avec des outils de code, ou avoir une logique de code en tout cas. Mais voilà, l'idée c'est, j'ai une idée, je veux la mettre en place. Ce genre d'outil, vous allez pas, comme tu viens de le dire, il y a des comportements intégrés. Si vous passez par Unity ou Godot ou d'autres trucs, vous allez d'abord devoir appréhender le moteur. Bon, il y aura une barrière supplémentaire, quoi. Donc, effectivement. Du coup, excuse-moi, je te coupe parce que je vois passer des questions. J'essaie d'écouter ce que tu dis, de répondre en même temps et en même temps de regarder ce qui se passe à côté. Yes. Il y a plusieurs questions qui sont intéressantes. Alix Barreau. Alors, tu peux avoir un game engine, bien sûr, pour faire du code. Et en fait, ce que tu veux me dire, Alix, c'est pourquoi est-ce que j'ai pas tout simplement délégué un travail de code à un développeur? Eh ben, tout simplement parce que quand tu crées un jeu vidéo, il y a un truc qui est super important, c'est de toujours garder la main sur ton projet. Et encore plus quand tu travailles avec des gens que tu ne payes pas, que tu n'as pas de moyens de payer, qui font ça par passion. N'importe quand, et j'ai vécu la chose 2 fois. Si demain ton dev, pour X raison, arrête de travailler sur le projet, si tu vas dans tes feuilles, enfin dans ton moteur, tu es complètement perdu. Et là, tant que t'as pas un autre dev qui revient, qui se remet dedans, qui doit tout réapprendre et tout repartir à zéro, enfin entre guillemets sur la compréhension de ce qui a été fait, ton projet, c'est pas qu'il est mort, mais c'est extrêmement dangereux de faire ça. Moi, ce que j'ai fait, c'est que je me suis toujours dit, je suis pas dev, mais je vais apprendre à développer sous Construct le plus possible pour limite le devenir. Donc, parce que si demain on me lâche, je sais reprendre le projet, je comprends ce qui a été fait dans toutes les feuilles, je comprends comment tous les systèmes ont été créés et je sais retoucher, modifier et continuer à avancer sur le projet avec le logiciel. Donc c'est très important si vous développez un jeu vidéo par rapport au choix que vous faites sur votre moteur, soit vous n'êtes pas à l'aise avec et je vous invite à apprendre à l'être parce que soit vous travaillez solo et ça de toute façon il n'y a pas d'autre solution, il n'y aura pas de problème, soit vous travaillez avec des gens qui vont vous aider et si vous leur déléguez des choses, faites très attention à la possibilité que vous vous retrouviez tout seul du jour au lendemain. Voilà, pour essayer de répondre à ta question. Yes, effectivement, ok, ouais. Si tu veux. En plus, toi, t'es parti dans un état d'esprit au départ où tu voulais faire un prototype. Enfin, j'imagine que t'es parti en mode, voilà, qu'est-ce que je peux faire? Ouais. Et cet outil-là permet quand même de le faire facilement, encore une fois. Il y a, je pense à un jeu qui a été fait Construct qui s'appelle There is no game, je sais pas si vous connaissez, qui est excellent. Et le gars, après, quand il a voulu le commercialiser, il l'a porté sur Unity, en fait. Si je dis pas de bêtises, c'est ce qu'il a fait, il me semble, pour pouvoir ensuite le publier plus facilement sur d'autres plateformes, etc., quoi. Après, rien ne t'empêche de passer de l'un à l'autre, hein. Tu peux switcher, mais bon, ça demande... Voilà. Disons que si demain, on te dit, attends, en fait, pour des techniques ou autres, il faut changer de moteur,
Si derrière, tu as fait un prototype rapide sur Construct et que ça marche bien et que ça plaît, d'accord, tu as mis un minimum d'efforts là-dedans et que tu te retrouves avec des éditeurs qui veulent bien financer ton projet. Ils te font un chèque de 300 ou 400 000 euros, ils disent OK, let's go, c'est pas un problème de passer sur Unity. Là, par contre, tu peux vraiment déléguer à un développeur ou 2 développeurs qui vont porter le truc sur Unity sans aucun problème. Après, c'est une question de budget. Après, c'est les finances, c'est pareil, hein, dans les jeux, c'est aussi un autre sujet qu'on abordera probablement. Mais... Je regarde ce qu'il y a d'autre comme question. Ouais, se faire confiance via Internet et arriver à faire quelque chose, je trouve ça cool. Bah, c'est vrai moi, j'ai fait beaucoup de rencontres par le passé. J'ai beaucoup bossé comme ça sur le réseau, quoi. Enfin, sur des comment dirais-je, ouais, sur des communautés, quoi. On arrive à rencontrer des gens et vous le savez, hein, les gens qui sont passés par O'Clock, il y a une grosse la promo, c'est quelque chose de fort, on rencontre des gens, etc. Donc c'est un peu ce principe-là aussi. Hein, on va réussir à se faire confiance parce que on voit ce qu'on fait les uns les autres et voilà, on se parle et c'est direct, quoi. Donc, en fait, il y a plein de questions super intéressantes dans le chat. Bah ouais. Et waouh, ouais. J'aimerais bien répondre au maximum. Vas-y. De gens, je vois là pour le financement. C'est très simple. En fait, j'ai pas de financement. Tout simplement. J'ai pas de financement, je n'ai pas financé le projet. Enfin, si je l'ai financé un petit peu quand même. J'ai sorti un petit peu d'argent de ma poche, hein, tout simplement. Déjà pour payer la licence de Construct, pour payer aussi un petit peu Nico par rapport au travail qu'il faisait sur les animations. Donc, Nico, il travaille bénévolement sur le projet. Hein, c'est un projet qui le passionne. À un moment donné, j'ai essayé de sortir un peu de sous quand même pour lui donner quelque chose parce qu'en fait j'avais les moyens de pouvoir le faire, donc ça, si je peux le faire, c'est aucun problème. Et je sais que c'est beaucoup de travail en termes d'animation et de design 2D. Enfin, c'est vraiment énormément de boulot. Voilà. Sinon, après, c'est tous des frais qui vont concerner, par exemple, si je dois acheter des petits add-ons, des typos. Quand on est parti faire le festoche, on a fait une impression de kakémono, j'ai des t-shirts, enfin des choses comme ça, mais voilà, en gros, j'ai pas investi plus de 1 000 euros sur le projet, quoi, actuellement. Voilà. Et comment je fais pour jongler mon activité freelance à côté? C'est très simple, en fait. Quand tu es dans ce genre de circonstances, soit tu es payé entre guillemets par Pôle emploi et tu as le temps de travailler sur ton projet, tout simplement. Parce que voilà, tu switches d'activité, tu montres, tu peux leur expliquer que tu fais un projet, ce qui n'est pas mon cas, hein, mais moi je travaillais tout simplement le soir. Je rentrais du boulot et je travaillais. Voilà. Donc de 19h à 1h, 2h du matin, je travaillais. Tout le temps. Donc voilà, les week-ends, pareil, je peux passer mes week-ends à travailler toute la journée, samedi, dimanche sur le projet. C'est sans fin. Après, il faut faire très attention à une chose par rapport à ça. C'est au burn-out. Ça, il faut faire attention. Hein. Quand on fait un jeu, on est très vite pris par ces émotions personnelles. On est très vite pris dedans. Et après, on ne pense qu'à ça. On ne pense qu'à ça, tout le temps. On va se coucher, on pense à ça. On se réveille, tiens, je pourrais faire ça dedans. Je pourrais mettre une feature. Tiens, je vais rentrer là, je vais faire ça. Et en fait, tout le temps. C'est une obsession. Comment ? C'est une obsession, quoi. Presque, et plus vous allez avancer dans le projet, plus vous voulez encore plus en faire, mais plus vous vous épuisez, et plus vous avez de choses à gérer, et plus vous ne pouvez plus faire marche arrière, parce que personnellement, vous n'allez pas l'accepter. Quand vous allez travailler pendant 1 an ou 1 an et demi sur un projet, vous arrivez à tel niveau de projet, il y a encore pas très longtemps, ce qu'on m'a dit, je parlais avec quelqu'un qui faisait un jeu vidéo aussi, qui avait lancé sur son projet aussi, et une petite équipe. Et lui, il est un petit peu en stand-by sur son projet, mais il me disait, Majid, t'as plus le droit de faire marche arrière, en fait. Tu peux plus revenir en arrière, c'est fini. Enfin, t'as pas pu faire tout ce que t'as fait jusqu'aujourd'hui, tout ce que t'as investi en énergie, en temps, arriver à ça et montrer ça, arrêtez. C'est pas possible, en fait. C'est quelque chose qui est pas acceptable. Donc si lui, déjà, lui-même me le dit, moi, je l'accepterais encore moins d'arrêter. Donc, et il faut faire attention parce que il y a beaucoup de personnes qui peuvent, je sais pas, tomber malade, mais ça peut être très pesant. Enfin, ça peut jouer sur les relations personnelles, sur le moral, sur plein de trucs. Hein, vous allez aussi peut-être avoir le syndrome de l'imposteur. Vous allez peut-être
j'aurais pu arrêter 1 million de fois le projet. Sans déconner. Tous les jours, j'ai une raison d'arrêter. Mais je n'arrête pas. Voilà. En gros. Il y a plein de questions. Il y a une question un peu plus haut. Sur le lead, je pense qu'il faut vraiment être vraiment technique pour avoir la main sur le lead du projet. Technique sur la partie de code. C'est ce que je disais, en fait, il faut essayer d'avoir un maximum la main sur le projet, à tous les niveaux. Quand tu es en lead dessus, tu es obligé de... C'est ta part du travail, tu es obligé d'être là à tous les niveaux et de comprendre le dev, comprendre les designers, comprendre le mec qui fait du son, comprendre les gens qui font de la narration. Enfin, il faut vraiment... tu te dois d'apprendre à tous les niveaux, en fait. Et même si tu n'es pas expert dans un truc en particulier, il faut que tu puisses savoir parler de telle et telle chose avec tous les corps de métier. Et tu te dois de toucher un petit peu à tout, un minimum. Je fais pas de son, mais j'utilise Audacity quand j'ai besoin de quelque chose et que le sound designer, si le sound designer n'est pas là, je sais le faire. Je sais comment faire, je sais comment utiliser, je fais des recherches, je travaille le son, je l'intègre dans le projet parce que JC n'est pas forcément là, donc moi je sais l'intégrer dedans. Nico n'est pas dispo, il est parti en vacances, je sais retoucher des sprites, je sais les intégrer, je sais développer des features. Il faut je pense que tu es obligé de maximum de mettre la main dans tout, quoi. Quand tu es lead dessus, on va dire. Et c'est vrai que ce qu'on essaie de faire quand on bosse, tous les deux, en fait, c'est que par rapport à ce qu'on a pu vous dire aussi des fois dans la formation, dans les formations, c'est que on bosse en pair programming déjà, quasiment tout le temps, et on essaie de pas trop optimiser. C'est-à-dire que moi, si j'ai plus l'état d'esprit dev, je vais vouloir un peu optimiser les trucs, et on va essayer de pas trop optimiser les choses pour que le code soit toujours lisible, et même s'il y a un peu de redondance ou des choses qui pourraient être optimisées ou sur-optimisées, on va pas le faire justement, pour que Majid puisse toujours avoir, parce que souvent quand on optimise ou qu'on fait des trucs tordus, c'est souvent dans la tête de la personne qui a fait ça que c'est clair, mais pas forcément pour tout le monde. Donc c'est bien d'avoir un truc un peu comme ça, facile à lire aussi, quoi. Oui. Là je parle du côté dev en tout cas. Sur la partie le construct, en fait, c'est presque du visual scripting par event, en fait. C'est un système d'événements et de conditions. C'est presque du no-code. Vous n'allez pas forcément coder directement avec des lignes de code. Vous pouvez le faire, on peut faire de l'intégration, on peut faire du code JS dessus directement. Ce que je n'ai pas utilisé, il y a peut-être des features spécifiques qui peuvent être faits avec ça. Nous, on utilise vraiment la manière dont on constructe fonctionne, en fait. Ça se présente comme ça. Des feuilles d'événements qui vont enchaîner tout un tas de conditions. C'est des events un peu la sauce JavaScript, d'ailleurs. C'est du HTML5 JavaScript, d'ailleurs, la techno derrière. Et donc voilà, on va enchaîner les conditions. Quand il se passe ceci, fait cela. Quand le joueur appuie sur la touche flèche du haut, joue à l'animation, et ainsi de suite, quoi. Ce genre de choses. C'est exactement ça, ouais. En fait, il faut mettre le nez dedans, tout simplement. Il faut tester, il faut faire 2-3 petites bricoles. Et puis, une fois que vous avez compris le petit système d'événements, si je fais telle action, si j'ai telle condition dans tel événement et que je fais ça, alors l'action est ça, en fait, tout simplement. Mais si ça est comme ça et que je fais ça, alors c'est comme ça. C'est très grossier, ce que je dis, mais voilà, entre autres. Ouais. Lou, tu dis que tu as peur de la difficulté à optimiser le jeu en termes de perf. Alors, il peut y avoir des goulots d'étranglement, comme il y en a partout. Est-ce qu'on a rencontré ce genre de problème? Ouais, on en a un petit peu. Enfin, Construct, c'est pas Construct tu peux faire un très gros jeu avec Construct. Astral Ascend a été fait avec Construct. Mighty Goose a été fait avec Construct. Il y a de très gros jeux qui ont été faits avec Construct, il n'y a pas de problème. Après, c'est au niveau de ton optimisation. Effectivement, il peut y avoir des fois des choses qui font que ça ralentisse la machine, mais souvent, ça vient de toi.
Donc, nous, actuellement, avec JC, on se pose des questions sur le temps de transition entre une scène et une autre. Exactement. Et de regarder un petit peu ce qui se passe dans le debug, dans la console, qu'est-ce qu'on doit charger plusieurs fois, est-ce que ça qui vont, voilà. En fait, on essaye tout simplement d'essayer d'optimiser au fur et à mesure. Et c'est vrai que des fois, on a tendance à beaucoup être dans le code, on fait, ça marche, c'est très bien. Et puis à un moment donné, on sait pas trop pourquoi, mais dès qu'on fait une truc en plus, bah en fait le jeu il ralentit ou il se passe des choses bizarres, on a une perte de FPS, le processeur il chauffe, et alors là on doit aller chercher dans le debug et dire tiens, c'est bizarre là, j'ai un pic de pros, j'ai une baisse de FPS, qu'est-ce qui se passe? Et en fait là, oui, bien sûr, il faut aller chercher sur la partie technique. Après, c'est aussi, c'est vrai que le no-code, c'est une approche un peu particulière, qui est différente quand on code déjà. Et puis, le projet, comme il a été construit avec le temps et avec des intervenants différents aussi, l'intervenant principal, c'est Majid, c'est lui qui a la conscience du truc, la vision. Et après, quand on reprend le taf de quelqu'un d'autre, faut découvrir comment ça a été fait, et puis on a forcément un regard, on se dit, tiens, c'est marrant, j'aurais pas fait ça comme ça, ou là, c'est un peu trop compliqué, on pourrait peut-être simplifier, bon. Mais moi, quand je suis arrivé, le premier truc que j'ai fait, c'est de revoir le système de menu, de le refaire. Je sais pas comment il fonctionnait exactement, enfin à quel point il fonctionnait ou pas, de revoir tout le menu manager, comme on dit en fait. Donc, on travaillait avec des calques globaux et on faisait pop des scènes. Enfin, en fait, c'est les calques globaux et on travaillait pas avec les hiérarchies. Les hiérarchies, c'est très très fort. Alors, ça devient un peu technique, mais disons que voilà, il y avait une façon qui était, voilà, tous les menus étaient tous en vrac dans tous les niveaux, et puis on s'est dit on va les sortir de là et on va faire popper les menus, on va les instancier à chaque fois qu'on en a besoin, au moment où on fait une action, etc. Enfin, donc voilà, il y a un moment, c'est vrai que ce qu'on appelle le big ball of mud, comme il y a aussi en programmation, peut largement arriver avec Construct, évidemment, et à un moment donné, il faut essayer de se dire attends, là, est-ce qu'il n'y a pas des choses à optimiser? Il y a toujours, en fait, on peut toujours optimiser. Finalement, JC, tu vois bien, quand on se voit 2 fois par semaine, à chaque fois qu'on met le nez dans le code, à chaque fois, on repasse par des optimisations. On dit, tiens, non, là, il y a trop d'événements, tiens, on peut créer une fonction. Et en fait, on est en permanence optimisation sur le projet, quoi. Ça, c'est tout le temps. Je pense que tant qu'on aura le nez dedans, on fera de l'opti. Et même si le jeu sort un jour, on patch. En fait, on corrige, on optimise. C'est forcément obligé, quoi. Il n'y a rien qui marche directement, proprement et parfaitement. Tout à fait. Après, pour être tout à fait clair sur les questions que vous avez là sur les perfs et tout, attention, il y a aussi, si jamais le jeu devient trop gourmand en l'état, parce que c'est du HTML5, derrière, faut pas oublier, il y a quand même des sociétés de portage, donc des mecs des développeurs qui ont développé des librairies en fait en C++, qui vont convertir votre code JavaScript en C++ pour le recompiler ensuite derrière avec des outils un peu plus performants. Ça se fait. Donc il y a aussi ce genre de choses qui existent, mais ça n'empêche pas les développeurs d'utiliser Construct pour faire leur jeu, quoi qu'il arrive. Ouais, c'est ça. Lou, oui, en fait, ce que je disais tout à l'heure, on n'a pas de script en JS. Tu peux le faire dedans, mais on n'en a pas fait vraiment. Ouais, on peut coder, c'est-à-dire qu'en fait, là, je pourrais tout à fait venir créer un... Oups, j'ai perdu mon truc. On peut coder en JS. Il y a des exemples de code où on peut interagir en JavaScript avec les sprites et ainsi de suite. C'est tout à fait possible dans Construct. On ne le verra pas forcément, c'est pas prévu dans la formation en l'occurrence, mais il y a tout un tas d'exemples qui sont fournis avec Construct pour explorer tout ça. Et on voit sur YouTube des gens qui bossent avec Construct, et il y en a certains, ils bossent quasiment qu'en JavaScript. Ils gardent l'interface et toute la puissance de Construct pour tout ce qui est sprite et tout ça, les exports qui sont vachement cool à faire. Vous cliquez sur un bouton, ça vous exporte le jeu en HTML5, en .exe, etc. pour Linux, pour Mac, pour Android et ainsi de suite. Vous pouvez faire des jeux mobiles avec Construct aussi. Donc tout ça, c'est quand même vachement cool. Et on peut coder en JS avec si on le souhaite, en tout cas. Aussi. Il y en a qui font des mix, qui vont à un moment donné, à cet endroit-là, du code, ouvrir JavaScript, etc.
Et c'est vrai qu'on peut se poser la question après, hein, si on commence à coder en J dans Construct, pourquoi on n'irait pas vers un autre moteur? Mais ça, après, j'ai envie de dire, quand tu roules dans une voiture, pourquoi tu changes de voiture? C'est un peu pareil. Tu changes pas. C'est un choix à faire, quoi. Sur console, j'ai pas trop la réponse en tête, mais il y a des moyens aussi, hein, soit en passant encore une fois par des solutions où tu vas recompiler tu vas transpiler, du coup tu vas recompiler dans un autre langage qui va lui ensuite être compilé sur console et sur par exemple. Après, Steam, Construct, ils essayent de faire en sorte de faire fonctionner vos jeux sur Xbox et Steam. Déjà, il y a des plugins qui permettent d'exporter directement sur Steam. Ils essayent au maximum d'adapter. Ouais, tu peux montrer un petit peu les systèmes d'export. Là, de base, on peut exporter comme ça. Voilà, on peut le faire sur du mobile, Android, iOS. On peut directement en .exe aussi, en Windows WebView 2. Et puis pour Xbox aussi, là, ils ont pas mal développé le truc sur Xbox. Donc en gros, c'est du dématérialisé Xbox en fait. Ouais, c'est parce qu'en fait Xbox, ils ont ouvert les Universal Web P, je sais que P du coup. En gros, c'est des applis hybrides c'est de HTML5 encapsulés dans des. Ils ont autorisé les jeux HTML5 à être encapsulés pour Xbox. Et donc, ça permet de faire des choses. De toute façon, je ne serais pas étonné que dans quelques années, le HTML5, vraiment, c'est un format qui est vachement. Je sais pas, je pense que ça peut se développer dans le bon sens par rapport à ça. C'est vrai que l'avantage de HTML, c'est qu'il est lu vraiment partout, quoi. Donc, après, il faudra voir comment ça se passe au niveau des consoles, des constructeurs, ce genre de choses, quoi. Tout à fait. Un langage pour les gouverner tous. C'est dans les ténèbres les liés. On est parti dans des trucs assez techniques là sur le coup, donc je sais pas s'il y a encore peut-être des gars. Il faut nous cadre. Ouais. Attention. On a parlé du fait de trouver des partenaires, des collaborateurs, le management du projet, le fait de ne pas être tout seul. T'as parlé, Majid, de pourquoi tu faisais ce genre de jeu, etc. Également. Je remonte dans le fil parce qu'on a pris les questions un petit peu dans le désordre. J'essaie de répondre aussi aux questions en message directement maintenant, du coup. Larsen Laser, Buisson, ouais, Lou, je crois que c'est pas ton compte, tu disais, mais oui, effectivement, je vois que tu connais Doc Gero, qui est tout sur Construct, lui. Un des fers de lance de Construct en France, qui est très sympa, qui a des vidéos. C'est lui qui m'a mis les pieds à l'étrier à Construct, pour tout vous dire, en fait. Quand je voulais me remettre plus dans le game design, quelqu'un en parlait aussi un peu. À force de développer, moi j'en avais marre en fait de tout le temps recoder des trucs. Je me disais bon ok, c'est cool de coder, mais si je veux faire un jeu, il y a peut-être plus rapide quoi. Je peux peut-être arriver plus rapidement à créer ce jeu et ça m'a ramené. Et j'ai vu Doc Gero et je me suis dit mais en fait c'est ça le mec il pense. Enfin, l'intérêt d'un moteur comme ça, c'est qu'en fait vous pouvez quasiment, et sur une game jam ça se voit, hein, quelqu'un parlait des game jam tout à l'heure aussi, sur une game jam, l'idée c'est je pense à un truc et tout de suite je mets en place l'idée, le concept, la mécanique de jeu. Si vous devez coder, ça va déjà vous prendre 1 heure à coder le truc. Alors que là, avec un outil no-code, vous allez pouvoir tout de suite tester votre idée, votre concept, et même si c'est pas grave si c'est un peu pas exactement comme vous voulez, mais au moins voilà, ça marche. Vous mettez un perso, vous dites voilà, ça c'est un platformer, vous mettez quelques objets et le perso il saute sur les plateformes, dans 5 minutes c'est fait. Ouais. Donc voilà, ce sera peut-être pas le truc final, mais au moins dans le cadre d'une game jam ou pour tester un concept, c'est vraiment l'objectif initial de ce genre d'outils quoi en tout cas. Exactement ça. Par exemple, vous pouvez, admettons pour ceux qui connaissent Céleste, admettons qui est un jeu de plateforme, comme je vous disais tout à l'heure, je pense qu'en 1 heure maximum. Vous mettez vous faites un petit platformer avec un petit dash sur le saut très facilement. C'est vraiment très facile à faire. Une fois que vous connaissez un petit peu le logiciel, ça va très très vite. Vraiment très très vite. Donc c'est des petits protos comme ça, et même pour les game jams, c'est vraiment bien. En fait, ce qui va vous manquer après, c'est tout ce qui va être la partie graphique. Ça, la partie graphique, vous allez forcément buter dessus au début. Les graphismes, c'est comment on pourrait appeler ça un petit peu aussi. Hein. Tu dis, pardon c'est pas que c'est un peu le nerf de la guerre, mais ouais, si, en
en fait, vous allez vous retrouver dans deux problématiques. Soit vous savez bien dessiner, mais en termes de code, vous allez un peu galérer. Soit vous allez arriver à faire des petits trucs sympas en code, mais derrière, en termes graphiques, vous allez galérer. Donc, en fait, il y a vraiment, pour moi, il y a des piliers dans la construction d'un jeu, et même ça se voit même sur une game jam. Il faut du graphisme, il faut du dev, et il faut du fond. Et bien sûr, le game design qui est derrière, mais ça, c'est la base de l'idée, en fait. Donc effectivement, voilà, c'est un peu les piliers, quoi. Alors, justement, tiens, je peux peut-être faire un petit aparté par rapport à ce qu'on va proposer cet été. Je cherche le programme. J'ai perdu. Napo, je vais pas encore vraiment communiquer sur mon jeu. Voilà, je suis un petit peu le genre de personne qui, à défaut, peut-être, qui évite de trop communiquer sur le jeu tant que j'ai pas un truc qui me satisfait. Voilà. C'est juste ça. J'ai un truc que je vais voir, qui va pas me plaire, parce que c'est pas fini, et je peux pas le montrer. Et pourtant, il y en a, des fois je le fais, mais il y a deux écoles. Il y a des gens qui disent non, il faut le faire tout de suite, parce qu'en fait, tu fédères une communauté, et c'est bien. Mais aussi, tu peux avoir le côté, les gens vont voir, vont dire, ouais, bof, boum, et puis ils oublient, quoi. Je suis une personne qui va préférer attendre un peu et poser les choses proprement et tout de suite bien marquer l'esprit en disant waouh, potentiel bien, voilà. C'est tout. C'est ce que je préfère faire. C'est pour ça que actuellement on développe le projet. Il y a pas mal de choses qui se font et la démo sera donnée entre guillemets une démo publique. Je sais pas trop comment on va faire, si on va faire un truc sur Steam. Je sais pas trop encore comment on va faire. Faudrait que je m'entoure aussi de personnes qui savent bien en community management, en marketing. Voilà, tout ça, c'est une phase vraiment supérieure dans le projet, une fois que tu as quelque chose. Et puis pareil pour les éditeurs. Moi, l'objectif, c'est d'arriver avec quelque chose de polish, de propre, de concret, à une démo technique d'une heure de jeu, où c'est posé sur la table et voilà. Vous avez ça, vous avez entre guillemets quasiment le jeu final, polish, sur une démo d'une heure. Et maintenant, qu'est-ce que vous me proposez? Voilà. Vous savez qu'on peut le faire. Maintenant, donnez-nous les moyens de pousser, de faire plus de contenu et de développer encore plus le jeu, l'histoire. Ça va être un petit peu ça. Je pense que c'est ce que je vais faire. Me rapprocher des éditeurs quand j'aurai quelque chose de bien lourd. Voilà. Il est où le showcase? Quelqu'un demande des exemples. Un showcase quelque part, il est là. Alors, bon, déjà, il y a plein de jeux HTML5. HTML5 remplace Flash, donc il y a plein de jeux. Maintenant, tous les jeux qui étaient faits avec Flash maintenant sont faits en HTML5. Alors, pas qu'avec Construct, mais avec d'autres librairies aussi, comme Phaser.js ou d'autres trucs. Alors, je sais pas s'il y a des jeux ultra connus qui sont. Alors, certains connaissent Astral Ascent, dont tu as parlé tout à l'heure. Il y a Mighty Goose qui a l'air assez. Il est super. Assez énorme. Donc, si je stream là, ça va être tout moche. Non, pas forcément. En plus, j'ai. Non, franchement, ça marche bien ton stream là. Ah ouais, ça passe, ouais. Ouais, il y a aucun problème. Encore une fois, vraiment, les graphismes, c'est quand même le nerf de la guerre, et c'est ça qui va faire que le graphisme, le game feel, alors justement, c'est des choses dont on va parler dans la formation. L'objectif de la formation, là, ça va être aussi de dire, bon, quels sont tous les ingrédients dont on va avoir besoin, qu'on peut mettre en œuvre, et comment on peut les mettre en œuvre, pour que même un concept tout pourri, entre guillemets, parce que c'est ça l'idée, vous pouvez prendre n'importe quel concept, j'ai une mécanique de jeu, comment faire en sorte que mon jeu il est tout queue, s'il ressemble à rien, et je vais rajouter quelques ingrédients dedans, quelques recettes, et pouf, tout de suite ça va être mieux. Vous voyez là, quand on voit la démo de ce jeu, ça a l'air super cool parce qu'en fait, il y a plein de game feel, il y a plein de juice comme on dit, et donc ça a l'air vachement fun à jouer, quoi. Il y a des particules dans tous les sens et tout. Donc ce genre de choses qu'on verra aussi dans la formation. Des lurks de caméra, des check screens, des choses comme ça qui sont vraiment pas difficiles à faire, ça donne beaucoup de consistance. Donc voilà, faut aller voir sur la page showcase de Construct. Après voilà, c'est pas forcément des jeux, des gros hits internationaux, quoi. Je pense pas. Je vous invite à jouer à There Is No Game qui est ici, là, qui est vraiment excellent, qui est très drôle. Mais voilà, qui est ressorti après une autre version qui est sortie sur Steam, un peu plus aboutie. Donc, des gros jeux, vraiment des gros hits internationaux, je sais pas, je saurais pas dire.
pour être tout à fait clair. Mais encore une fois, c'est parce que le jeu va être bien pensé et bien fait, mais vous l'auriez fait sur Unity, ça n'aurait rien changé, il aurait été bien fait tout pareil en fait. Donc c'est en ce sens que, alors certes, si on veut faire de la 3D, on va aller sur d'autres moteurs, mais oui, la 3D c'est encore vraiment en dev en construction sur Construct. Mais pour des jeux 2D, c'est vraiment très très bien, très adapté. Vraiment. Moi, quand je suis arrivé sur Unity, j'ai lancé Unity, j'ai vu l'interface, j'ai fait wow, doucement. J'ai fait wow, qu'est-ce que c'est que ça? Il y en a partout, il y a plein de petites fenêtres partout, c'est horrible, les typos sont super petites, enfin, c'est vraiment pas, voilà, c'est vraiment pas friendly en termes d'interface, quoi. Voilà. Je crois que tu as un bon exemple, c'était la réalisation d'un faucon que tu as fait tout seul, non? Pour montrer à quel point Construct c'est. Tiens, je vais essayer de le montrer malléable ici. Et ça t'a marqué le faucon, Audrey. Oui. On va checker. C'est vrai que je l'ai fait super vite en plus. C'est ça qui est intéressant aussi avec Construct. Une idée d'un truc, et en fait, vous pouvez très très vite poser ça. Alors, le faucon, montrons le faucon. En village 5. Village 5. Attends, tac, ici. Donc là, oui, on est sur une scène. Une scène, c'est un niveau, quoi, c'est un level, avec des tilemaps et des sprites derrière. On va lancer le niveau. Hop. Alors par contre, la fenêtre, je suis pas sûr qu'elle va se streamer parce que je suis sur l'écran. C'est exactement ce que disait tout à l'heure, enfin ce qu'on disait tout à l'heure, c'est que vous allez rajouter un truc dans votre projet, un truc qui vous est une idée. Tiens, pourquoi pas rajouter un compagnon avec le héros. Et puis en finalité, le compagnon, vous allez lui donner des choses à faire, comme par exemple aller activer des leviers ou être un support d'attaque. Et là, tout de suite, ça développe encore quelque chose dans la boucle de gameplay, quelque chose de nouveau. Et voilà, c'est un truc qui est nouveau dans le jeu. Donc là, vous n'avez pas de compagnon. Et là, vous allez l'appeler. Voilà. C'est un compagnon, donc un petit tuto qui pop, qui vous explique que vous allez pouvoir utiliser des leviers à distance, envoyer tout simplement le faucon pour activer des leviers inaccessibles ou être un support d'attaque avec vous, par exemple. Et donc, comment l'idée t'est venue, du coup? J'en sais rien. Tu me disais en regardant une série... Non, je sais plus, je regardais un truc et puis je me suis dit, tiens, c'est vrai qu'un compagnon, ça peut être sympa, pourquoi pas, dans quel contexte on peut le mettre, voilà, ce genre de choses, quoi. Et puis, surtout, à quoi ça servirait. Donc d'abord, je me suis dit, tiens, à quoi ça va servir? Et puis après, j'ai fait pop le petit compagnon. Au début, c'était juste un petit cube, et puis après, j'ai fait pareil. Voilà. Complètement. Et là, c'est tous des autres features, ce que vous êtes en train de voir là. C'est plein de features qui sont un peu plus complexes, avec des systèmes de talent. Ça, c'est des trucs un peu plus complets. Ça, c'est le Bushido, c'est un système d'attaque spéciale. Donc, par exemple, en fait, vous choisissez un asset de 4 techniques. D'accord? Donc, il y a 4 techniques au choix. Vous faites votre petit asset et ensuite, en bas à gauche, avec la gâchette, vous pouvez simplement ouvrir votre asset, technique que vous voulez faire, et ensuite, vous pouvez la lancer. Simplement. Et ça vous demande de mélanger. Ça demande une espèce de colère, en fait, en haut à gauche, vous voyez, il y a une barre de colère, et cette barre de colère, elle se recharge à chaque fois que vous tapez des monstres. C'est une barre de haine, en fait. Simplement. Voilà. En gros. Il y a plein de petites features dedans, plein de choses. Pas tout de suite, Rodé. Enfin, en fait, tu pourrais le tester, mais j'ai pas encore débloqué la démo actuellement. Voilà. Après des systèmes de caméra, comme vous pouvez voir, voilà, c'est simple à faire. Bon, je vais essayer de pas me faire éclater, mais c'est peu probable. Si t'as pas de manette, tu Moi, je joue au clavier, moi, je suis un fou. Mais voilà. Le système de contre aussi. Ouais, vous avez vu le faucon et aller attaquer. Il est en support d'attaque. Après, il y a un système d'achievement aussi qui pop en haut. Là, il est empoisonné. Ah, le petit salopard. Donc là, il est empoisonné actuellement. Il prend des dégâts sur l'écran.
suis très mauvais. Et je suis mort, voilà. On est mort. J'ai pas eu le temps de prendre la potion, parce que le temps de retrouver la touche. Là, c'est vraiment du proto. On essaie vraiment de pousser des trucs. Il y a encore plein de trucs à travailler. Il y a aussi des sprites qui sont plus les mêmes parce qu'en termes de direction artistique, ton personnage, il a un petit peu dévié. Par exemple, là, il a les cheveux blancs. Et quand il ramasse, tu peux ramasser un item, par exemple. De voir, l'animation n'est pas la même en fait. Le sprite n'est pas le même. Donc, on essaie de voir comment on va les sprites et on prendra une décision finale sur le chara design. On verra. On a une grosse base, mais on ne sait pas encore trop pour ses cheveux. Parce que techniquement, quand vous faites des sprites d'animation, le fait de faire bouger des cheveux dans les mouvements, et du coup, ça demande plus de travail sur l'animation, forcément. Voilà. Dommage que je ne puisse pas streamer les sons, parce que les sons sont juste excellents. Il y a les sons. Il y a des sons ? Oui, ça marche. Ah oui. Alors attendez. Je me tais. Là, c'est pas la musique, hein, c'est le son de in-game. Ah, mais c'est in-game. Pourquoi c'est in-game, là? Parce que t'as pas lancé le jeu de base. T'as lancé une scène. Ah, c'est marrant, tiens, qu'on n'ait pas géré ça. Ok. Je vais vous mettre la musique du menu qui est juste une tuerie. C'est dommage que Google Meet, c'est pas tip top, mais j'aurais bien voulu streamer, parce que là, je suis sur mon MacBook, mais j'aurais pu vous streamer toute la démo, entre guillemets, qui est faite actuellement, en vous expliquant chaque features, etc. J'aurais pu expliquer un peu tout ça. Voilà, ça c'est le menu principal qui n'est pas terminé, hein. Il y a juste un sprite qui est posé pour l'instant, c'est une intention. Il n'y a rien derrière, vraiment. Donc, la musique qui a été faite par un étudiant de l'ISART. On travaillait aussi un petit peu avec des étudiants de l'ISART, lors des stages. On fait une nouvelle partie, un système de stock et de sauvegarde. Voilà. Et quand vous lancez, il y a une espèce d'introduction que j'ai faite en japonaise avec de l'IA. Parce que les gens qui parlent japonais, voilà. Donc c'est vraiment des intentions au début, après on vient et on polish les choses au fur et à mesure. Voilà. Comment je fais pour m'entourer de gens pour développer mon projet? Au début c'est difficile parce que t'as rien. Et puis plus tu développes les choses, plus tu arrives à mettre à montrer tes intentions de jeu, à développer quelques petites features et avoir la bout de gameplay et surtout avoir des bons graphismes. Ça, souvent, ça plaît énormément. Et je remercie encore Nicolas pour tout le travail qu'il fait. C'est super. C'est vraiment un chef. Et c'est vrai qu'avec ça, tu peux très facilement aguicher, on va dire, des gens pour venir travailler sur ton projet. Le problème, la chose, c'est faire venir des gens, c'est pas difficile quand tu as quelque chose de assez percutant. Le plus difficile, c'est de les garder sur le temps. Ils tiennent sur le temps. Ils sont pas payés, ça demande du travail. Et ça, c'est vraiment, comme je disais tout à l'heure, un marathon. Donc c'est pour ça qu'il faut, encore une fois, je le répète, avoir la main sur tout ce que vous faites quand vous travaillez en équipe, parce que si demain la personne part, voilà. C'est très compliqué. Ou alors, vous pouvez vraiment être avec des personnes où vous êtes sûr, vous avez confiance en eux et vous êtes sûr qu'ils s'engagent d'une certaine manière là-dessus et qui vous lâcheront pas. Voilà. Donc, par exemple, Nico, il est sur le projet depuis très longtemps. Il n'a pas tout le temps du temps pour faire les choses, etc. Mais il est là. Donc, j'ai confiance en lui sur la partie graphique. J'espère que ça continuera comme ça et c'est aussi grâce à lui aujourd'hui que le projet il est ce qu'il est, quoi, clairement. Donc voilà. Ouais, la patte graphique, c'est souvent ce qui donne le style au jeu, quoi. Bon service. On va faire notre petit instant publicitaire. Yes. Du coup, vous l'avez compris, on est ici aussi pour vous parler de notre Summer Camp, notre stage de création de jeux vidéo en 21 jours. C'est un projet très cher à JC puisqu'il est derrière la conception de cette formation. Et l'objectif, c'est d'imaginer, de développer et surtout de publier votre premier jeu en
en 21 jours, c'est-à-dire au bout du stage. Je pense que tu peux peut-être dire un petit mot sur le format de cette formation. Yep. Il y aura une partie en asynchrone au début, un petit peu comme ça se faisait dans les formations au CLOC, où vous allez installer des outils, découvrir quelques notions de votre côté. Ensuite, bon, ça va être en synchrone, hein, comme d'hab, à 9h-17h, avec des pauses, évidemment, parce que ça peut être un petit peu long. Hein, là, l'idée, ce serait quand même d'avoir de la pratique l'après-midi. C'est pas encore, rien ne dit que les jours vont se ressembler complètement, mais l'idée, c'est théorie le matin, théorie des mots le matin, interaction et pratique l'après-midi, sur tout un tas de notions. Donc, on parlera de game design, de level design, des choses comme ça, un petit peu génériques, mais pour expliquer qu'est-ce que c'est, comment est-ce qu'on peut intégrer ça dans un jeu. Évidemment, les graphismes, l'ambiance sonore, etc. L'idée, ça va être de créer un à plusieurs jeux par l'exemple, et puis évidemment après à vous de mettre les mains dans, enfin je dis à vous, personnes qui seront là, hein, de mettre les mains dans le cambouis l'après-midi. Et l'idée, c'est d'avoir une méthode aussi, c'est-à-dire que voilà, on va essayer de mettre en place une méthode où on va poser des bases comme ça, et puis on va faire évoluer, on va rajouter un petit peu d'ingrédients, comme on disait tout à l'heure, pour que le jeu à la fin ressemble à quelque chose et surtout soit fini, pour qu'il soit fini et qu'il soit publiable, et on verra comment on peut publier un jeu, et aussi en bonus si on a le temps, mais il y aura toujours les ressources à dispo de toute façon, comment on peut monétiser un jeu éventuellement. Moi ça m'est arrivé par exemple de licencier le petit Mahjong que j'avais fait là un petit peu pour me remettre les pieds à l'étrier à Construct. J'ai réussi à le licencier sur un portail HTML, un portail de jeu. Bon, c'est pas grand chose, mais c'est toujours cool. Voilà, donc l'idée c'est vraiment ça, c'est de concevoir un jeu de A à Z, de réfléchir aux ingrédients, qu'est-ce qu'il y a dedans, de le concevoir en pratique, de voir différents jeux un peu types, et puis voilà, puis d'aller au bout, quoi, surtout de la chose. La licence Construct est fournie, hein. Elle est fournie pendant la formation, évidemment. Alors, c'est cool. Après, si vous voulez réutiliser ce que vous avez fait avec Construct et que vous êtes hors des limites de la version gratuite, bah, soit faudra changer de moteur, soit faudra prendre la licence, évidemment. On peut faire des choses avec la version limitée de Construct, mais c'est vraiment pour découvrir, et on va quand même être limité si on veut aller plus loin. Donc c'est plutôt axé débutant, hein, Lou. Enfin, je dis Lou, je crois que c'est pas toi, mais du coup, voilà, je t'appelle comme ça sur le chat. Ça peut être accessible aussi aux développeurs qui veulent justement voir un petit peu ce que c'est que le no-code, comment on met en place, comment on adapte nos connaissances en fait aussi à ces outils no-code, et dans le cadre du jeu vidéo, donc c'est accessible à partir de 13 ans. Voilà. L'idée, c'est quand même, on n'a pas de doute avec vous, chers spectateurs, mais de savoir se servir d'un navigateur, voilà, d'un ordinateur, d'être un petit peu équipé pour pouvoir participer à la formation en téléprésentiel. C'est ça, ouais. Puisque bah, c'est du web, on va être quasiment tout le temps sur le web, hein, et l'application, Construct, c'est une application web, hein, complètement. Donc, on peut faire ça sur le web sans souci. Enfin, il y a rien à installer. C'est aussi la facilité d'accès, hein, par rapport à des Unity et compagnie. C'est que on va sur le net, et ça y est, on est sur le logiciel, on l'utilise directement. C'est pratique, très pratique. Voilà. Après, ça peut être un sujet intéressant d'essayer, par exemple, d'essayer de faire un petit projet au début, limité avec les 20 ou 25 events possibles. Ça peut être très marrant. C'est-à-dire qu'en fait, ça te force, avec peu d'events, à intégrer ta boucle de gameplay
qui peut être très intéressante. Complètement. Ouais. Platformer type Céleste, c'est Mario avec du dash. Et... En moins de 50 events. Oui, même en moins de 20, mais je pense que c'est... même comme Flappy Bird, c'est... je suis pas sûr, mais je crois que sur Construct Finch, il y avait eu à un moment donné une game jam comme ça. Je suis pas sûr. Après, les contraintes, voilà, il peut toujours y en avoir. Moi, quand j'ai redécouvert Construct, c'est vrai que je m'étais limité à la façon gratuite parce que j'étais pas sûr tout de suite de prendre la licence, qui est quand même pas trop donnée. Enfin, c'est pas non plus ultra cher, mais ça peut freiner quand même. Donc, selon les revenus qu'on a, évidemment. Donc, ouais, ça peut être intéressant. On peut faire des trucs avec la façon gratuite, c'est pas un souci. On peut mettre en place un petit proto, mais après, on va vouloir aller plus loin, mettre des effets, des trucs, des machins, puis on va être limité, et puis on va dire, ah zut, on va devoir bricoler, et puis quand on commence à bricoler, ça casse un peu le délire, quoi. Alors, le soir après le boulot, pas sûr du tout. Non, faut vraiment être là, hein, c'est du temps plein quand même, du coup. Pour la partie en asynchrone. Ouais, la période asynchrone, c'est des informations qu'on va fournir en amont de la formation. Donc ça, c'est sûr que ce sera du coup en amont, avant les 15 jours. Donc ce sera sûrement des contenus à consulter et des manips à faire pour se préparer à avoir les différents outils. On sera sur Discord notamment. On va sûrement avoir un accès à Drive aussi. Donc voilà, ce genre de choses à mettre en place pour être prêt, quoi. Du coup, on peut peut-être parler quand même du prix. Oui, le prix, le tarif. C'est important. Vous avez de la chance, vous bénéficiez d'un early bird pendant quelques temps, jusqu'à épuisement en fait des places de la formation. Si on vend tout à early bird, on vend tout en early bird, c'est pas très grave, mais voilà, vous pouvez vous inscrire dès aujourd'hui et jusqu'à épuisement et bénéficier de ce tarif. Donc je vous donne je vous ai mis le lien dans le chat et je vous donne rendez-vous sur le site si ça vous intéresse. Et comme on est vraiment sympa, on essaye aussi de faire gagner une place en formation. Donc il faut aussi se dire que si vous participez mais que vous réservez pas votre place, si c'est complet et que vous gagnez pas de place, vous pourrez pas participer à la formation. Donc c'est à vous de juger le mieux pour vous. Si vous êtes vraiment hypé et que vous voulez vous inscrire absolument dans la formation, je vous conseillerais plutôt de réserver votre place dès aujourd'hui, rapidement, sans aucune pression, ouais. Mais sinon, si vous avez encore des doutes, mais quand même que ça vous tente, eh bien, je vous invite à participer au concours. On tirera au sort, c'est vraiment, plus vous verrez le titre du concours, mais en gros, vous pouvez faire plusieurs actions pour monter votre nombre de points et on tirera au sort parmi les personnes qui ont fait le plus de points pour tirer, pour gagner une place en formation. Donc du coup, nous, les limites de l'early bird, en fait, c'est vraiment le nombre de places en formation, c'est-à-dire 20 places, et on a déjà commencé à vendre quelques places en formation. Donc normalement, l'early bird devrait se terminer dans les 15 prochains jours. Toutefois, il peut être terminé la semaine prochaine si toutes les places sont vendues dès la semaine prochaine. Donc, on s'est donné une date limite, mais ce qui compte, c'est plutôt le nombre de places disponibles. Vous l'aurez compris, l'objectif de Summer Camp, c'est vraiment de vous emmener au bout de la publication d'un jeu, et pour cela, on ne peut pas accueillir 40 personnes. Donc, on a volontairement limité, comme pour souvent d'ailleurs dans nos formations, le nombre de places pour que la pédagogie puisse être la plus fluide possible et vous emmener jusqu'à la réussite. Voilà. C'était l'instant publicitaire. Est-ce que vous avez des questions? D'autres questions? Je remonte un petit peu plus haut, voir s'il y avait déjà d'autres questions. Alors, on bossera certainement en anglais, en anglais. Construct, il est en français, en anglais. Moi, je vais vous inviter à le mettre en anglais, pardon, mais après, s'il y en a qui veulent vraiment le mettre en français,
C'est possible. Hein, Majid bosse avec Construit Français et moi en anglais, et on arrive à se parler, on arrive à bosser sur le même projet. C'est possible. Alors après, par rapport, je sais pas, tu vas travailler en full anglais? En fait, je pense que je demanderais surtout aux gens qui seront là, comme moi, qu'est-ce qu'ils préfèrent, quoi. Si vraiment tout le monde dit ouais, en go français, bon bah j'irai en français, je pense. Alors en fait, enfin après c'est ma vision personnelle, mais c'est vrai que quand tu découvres le logiciel la première fois, oui, c'est soit tu tapes directement anglais dedans, et par contre ça peut être un peu plus compliqué de comprendre les events, les expressions, etc. Bien officier. Soit tu le fais en français d'abord, comme ça les personnes connaissent les behaviors, les expressions, les conditions, etc. Et puis après tu switches sur l'anglais. Très facilement, parce qu'après, comme c'est catégorisé à chaque fois, tu vois, dans les events et tout, les conditions, c'est par catégorie, tu as les layouts, etc. Enfin, donc après, ça dépend, c'est deux écoles. Ouais, c'est vrai que c'est pas, ça dépend si le public est, enfin ouais, mais même l'âge du public, ça change pas grand chose au final. Parce que parfois, il y a des personnes qui, au démarrage, vont bloquer juste à cause de ça, alors qu'en fait, en français, ils auraient compris tout de suite. Ouais, mais c'est pour ça, je pense que je vais voir un petit peu,